Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des ateliers Mieux vaut prévenir, MVP, que j'ai le plaisir de co-animer avec mes co-animateurs habituels, Alexandra Blanc, administrateur judiciaire, et Nassim Galimi, avocat, Osborne Clark et spécialisé dans le restructuring. Voilà. On a l'habitude en fait d'évoquer les sujets sous l'angle à la fois prévention et accompagnement en procédure collective, puisque c'est bien de ça dont on parle. C'est vraiment de l'accompagnement, c'est pas de saisir de la compta. Euh, donc, on a repris comment dirais-je, le diaporama qu'on a fait au moment des universités d'été. Et puis, je pense que c'est assez complet. Et on fera quelques focus, puisqu'on a passé la prévention la dernière fois. Donc là, on est dans l'accompagnement de la procédure collective. Un client en procédure collective, donc a passé le cap de l'état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Mais Nassim va brillamment nous reparler de ce sujet tout à l'heure. Voilà, donc je pense qu'on peut passer les intervenants. Oui, c'est moi qui le. Voilà, j'ai mon habitude. Accompagner le client à l'ouverture d'une procédure collective. Donc ça, c'est le sujet du jour. Et je vais laisser peut-être la parole à Nassim, puisque, juste pour faire un rappel, puisque là, la procédure collective, on est bien en aval. En amont, il y avait les procédures amiables, mais on en est sorti. Et la question, un petit rappel sur la sortie des procédures amiables avant d'embrayer sur les procédures collectives. Merci Nicolas. Bonsoir à toutes et tous. Alors en effet, nous allons aborder lors de cette session les procédures collectives. Et pour vous resituer un petit peu dans la ligne chronologique des procédures qu'on peut ouvrir au bénéfice d'une société en difficulté, on avait terminé la dernière fois sur les procédures amiables, en particulier lorsqu'une solution a été trouvée dans le cadre de ces procédures. Donc, pour rappel, on a deux procédures qui sont assez voisines, le mandat ad hoc et la conciliation. Et l'objet de ces procédures est de négocier de façon amiable un accord, qu'on appelle un accord de mandat ad hoc ou de conciliation, dès lors que un accord a été trouvé sur une réorganisation et un traitement des dettes de la société avec les principaux créanciers, hein. On parle des principaux créanciers et pas de tous les créanciers de l'entreprise. Lorsque cet accord est trouvé, dans le cadre d'un mandat ad hoc, cet accord est en fait un contrat de droit privé qui est signé par l'ensemble des parties et il est mis fin à la procédure. Dans le cadre d'une conciliation, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus sophistiqué. On peut soit faire constater l'accord, soit le faire homologuer par le tribunal. Le constat de l'accord est un simple visa par le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Et par ce visa, par cette ordonnance, le tribunal va simplement constater qu'un accord de conciliation a été conclu entre les parties. L'effet de cette ordonnance est de donner à cet accord une force exécutoire, ce qui est très important lorsqu'il s'agit de faire exécuter la décision de justice. C'est comme si on avait un jugement ou un titre exécutoire. Si les parties veulent aller plus loin, on peut faire homologuer l'accord de conciliation par le tribunal de commerce, par le tribunal qui a ouvert la procédure et non plus seulement par le président du tribunal. Et l'effet de cette homologation va avoir pour conséquence d'abord d'apporter aux créanciers qui ont consenti à l'entreprise des nouveaux crédits un privilège qu'on appelle le privilège de la conciliation, qui va donner un rang très privilégié au créancier qui a apporté de l'argent frais, ce qu'on appelle de la new money, en cas d'ouverture d'une procédure collective subséquente. L'autre effet de cette homologation de l'accord de conciliation est de figer la date d'état de cessation des paiements au jour du jugement d'homologation. Et ça, c'est très important. On va voir toute l'importance justement de cette fameuse date d'état de cessation des paiements dans le futur et en particulier dans l'hypothèse d'une procédure collective qui serait ouverte après l'accord de conciliation. Ouais, juste un petit compliment sur le jugement d'homologation. Attention, parce que du coup, jugement veut dire publicité.
Donc forcément, s'il y a une homologation d'une conciliation, ce sera public. De moins en moins, les partenaires bancaires notamment, sollicitent l'homologation des protocoles qui peuvent être passés. Et justement sur les restructurations de PGE, on vous l'avait dit la dernière fois, mais je reviens dessus parce que c'est quand même le vrai sujet, à la mode en ce moment et tendance, c'est les restructurations de PGE. Les restructurations de PGE, la loi impose simplement que la restructuration du prêt garanti par l'État se fasse dans le cadre d'une conciliation. Par contre, il n'est pas prévu, et en tout cas, il n'est pas imposé que ça soit une conciliation homologuée. Donc, c'est quand même important parce que souvent, vos clients vous disent non, non, mais moi, je ne veux pas aller en conciliation, c'est public. Non, ce qui est public, c'est l'homologation du jugement et la restructuration du PGE est possible simplement avec un accord constaté. Et l'accord constaté, donc, comme l'a dit Nassim, par le président, celui-là, il n'est pas public, il est confidentiel, il reste entre les parties. Donc, c'est quand même important parce que souvent, c'est ce qu'on entend, ça coûte cher et c'est public. Non, la conciliation reste confidentielle. Il n'y a aucune mention sur le CABIS. Bien, merci. Alors sur la sortie des procédures amiables, comme on va vous parler ce soir des procédures collectives, un petit rappel schématique des de la situation temporelle, enfin de la flèche de temps des entreprises en difficulté. Donc pour rappel, hein, cette ligne rouge qui, sanctionne l'état de cessation des paiements, et je vais laisser Nassim reparler de cette petite notion, peut-être de manière plus brève, parce qu'il y a un peu de consistance après sur les procédures collectives. Mais voilà, cette ligne rouge à pas dépasser, et cette ligne en pointillé qu'on voit à droite, qui est la dernière limite, entre guillemets, qui est l'état de cessation des paiements, plus 45 jours, qui permet d'ouvrir notamment la conciliation, enfin une procédure de conciliation, c'est-à-dire une période de procédure de prévention. Au-delà de cet état de fait, s'ouvrent automatiquement les procédures collectives qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être Nassim, si tu veux, mais de manière plus synthétique que tu le fais d'habitude, peut-être, nous rappeler rappeler à notre auditoire ce qu'est l'état de cessation des paiements. Bien sûr, c'est avec le cajot de tomates, c'est promis. L'état de cessation des paiements est en effet une notion fondamentale. C'est vraiment ce qui va nous permettre de savoir où en est la société dans le cadre de ses difficultés et ce qui va nous permettre de savoir quel outil utiliser pour aider l'entreprise. Pour rappel, l'état de cessation des paiements, c'est une notion qui s'analyse jour par jour. Ce n'est pas une notion sur un exercice donné, c'est une notion journalière. Et c'est une notion de trésorerie et pas une notion de bilan. L'idée, c'est de comparer deux chiffres. Et ça, c'est la loi qui nous l'impose. Donc, ce n'est pas une élucubration d'universitaires ou de théoriciens, c'est la loi qui définit l'état de cessation des paiements. Et l'état de cessation des paiements, de par la loi, c'est l'impossibilité pour l'entreprise de faire face avec son actif disponible à son passif exigible. Donc, il s'agit de comparer deux chiffres, le passif exigible et l'actif disponible. Alors, l'actif disponible, c'est quoi? L'actif disponible, contrairement à une idée trop souvent partagée, c'est uniquement la trésorerie disponible à un instant T de la société. Donc, c'est pour l'essentiel ce que la société dispose dans sa trésorerie, c'est-à-dire sur ses comptes bancaires, les comptes bancaires ouverts à son nom. Donc, on prend les soldes créditeurs de tous les comptes de la société, pas de ses sociétés filiales, de ses holdings, de ses actionnaires, etc., uniquement au nom de la société. Les seuls créditeurs, on va ajouter à cela les autorisations de découvert, donc il faut que ce soit des découverts autorisés par écrit, et tout ce qui est équivalent d'autorisation de découvert, les lignes de crédit, les crédits de campagne, etc. On appelle ça comme on veut, dès lors qu'on a une réserve de crédit sur laquelle on va pouvoir piocher sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Il faut que ce soit du disponible. Et c'est tout. Donc on oublie le compte client. Donc les créances clients ne font pas partie de l'actif. Les immobilisations n'en font pas partie. Les stocks non plus ne font pas partie de l'actif disponible. Il y a un test à faire pour savoir si l'actif en question est un actif disponible à un instant T. C'est mon exemple du cajot de tomates. Je suis un restaurant, j'ai un maraîcher qui arrive pour me livrer un cajot de tomates. Il y en a pour 70 euros. Il va me livrer son cajot qu'à la condition que je le paye. Je peux le payer avec des espèces. Ça, c'est de l'actif disponible. Je peux le payer avec le solde créditeur de mon compte en banque. C'est de l'actif disponible. Je peux le payer avec mon autorisation de découvert. C'est de l'actif disponible. En revanche, je ne peux pas le payer avec mon compte client.
Mon maraîcher, lui, il s'en fiche de savoir que j'ai un compte client d'1 million d'euros. L'essentiel, c'est qu'il doit avoir ses 70 euros immédiatement. Ben voilà, c'est ça l'actif disponible. Quand vous ne savez pas, vous vous posez toujours cette question du cajot de tomates. Est-ce que je peux tout de suite, avec l'actif en question, payer mon maraîcher? Cette masse d'actifs disponibles, qui est en fait assez réduite en termes de nature d'actifs disponibles, eh bien, je vais la comparer au passif exigible. Et le passif exigible, c'est l'intégralité des dettes de la société échues à un instant T. Donc, ce n'est pas tout le passif, ce n'est pas toutes les dettes, mais c'est toutes les dettes échues qui sont arrivées à échéance. Et dès lors que je n'ai pas un moratoire, c'est-à-dire des délais de paiement supplémentaires sur une dette donnée, cette dette est exigible et rentre dans le passif exigible. Et je fais la comparaison entre ces deux montants. Si j'ai moins d'argent disponible sur mes comptes en banque et sur mes autorisations de découvert par rapport à mon passif échu, je suis en état de cessation des paiements. Et l'état de cessation des paiements, c'est binaire. C'est pas je suis un petit peu ou pas du tout en état de cessation des paiements. Non, c'est je le suis ou je ne suis pas. Et lorsque je suis en état de cessation des paiements, eh bien, la loi m'interdit certaines procédures. Par exemple, le mandat ad hoc, je ne peux pas ouvrir un mandat ad hoc si je suis en état de cessation des paiements. Si je suis en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours de façon continue, je ne suis pas éligible à la procédure de conciliation. Si je suis en état de cessation des paiements, même depuis une journée, je ne suis pas éligible à la procédure de sauvegarde dont on va parler dans un instant. En revanche, si je suis en état de cessation des paiements, je suis éligible au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire. Donc, l'état de cessation des paiements, c'est vraiment une notion pivot qu'il faut impérativement comprendre pour pouvoir orienter votre client dans le cadre de ses difficultés et surtout savoir quelle procédure ouvrir et à quel moment. Alexandra. Non, juste en complément sur la notion de passif, et parce que j'ai un de vos confrères qui m'a posé la question, c'était hier. Dans le passif exigible, attention, c'est pas le passif exigible ou exigé. Le passif qui compte, c'est le passif échu. Point. Donc, si la date de règlement est passée et qu'on n'a pas payé, le passif est considéré comme exigible et donc doit rentrer dans la situation active-passive. Le fait que le fournisseur n'ait pas relancé ou parce que là, pour le coup, c'est un créancier obligataire, donc c'est la question qui m'est posée. C'est la date d'échéance qui compte. La notion d'exigibilité exigée ne rentre pas en ligne de compte. Je pense qu'il y a un truc très simple à comprendre. Le 14 du mois, la date URSSAF n'est pas exigible. Le 16 du mois, elle est exigible. Il n'y a pas besoin d'attendre une injonction ou un ATD pour que cette dette soit exigible. Alors, c'est toujours une petite remarque qu'on fait ensemble parce qu'il y avait une lointaine réflexion philosophique sur le sujet. Est-ce qu'il faut qu'elle soit exigée? Non, aujourd'hui, les choses sont claires. Donc, tout passif échu est exigible et donc en théorie exigé. Pas besoin d'attendre un recommandé de son créancier. Alors peut-être une remarque intéressante d'ailleurs qui nous est posée, mais dans les exceptions à l'actif, puisque Nassim l'a rappelé en disant trésorerie disponible, point. Il y a peut-être une exception, c'est les conditions de facturage, le facteur. Voilà, alors, je vous ai dit, le compte client, par principe, n'est pas considéré comme l'actif disponible parce que précisément, l'équivalent de mon compte client, je ne l'ai pas sur mon compte en banque, donc je ne peux pas l'utiliser pour payer mes dettes. Et il y a une exception, c'est l'actif, c'est le compte client que je peux mobiliser de façon très, très rapide dans le cadre notamment soit d'une mobilisation de créances auprès de ma banque ou alors dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Mais les conditions sont très strictes, elles sont posées par la jurisprudence. Il faut que cette mobilisation ou cet affacturage se fasse dans un délai de 24 à 48 heures et que j'ai une certitude que mon facteur va pouvoir, en échange des factures que je vais lui remettre, me faire un virement d'un montant déterminé sans aucun aléa. Donc les conditions sont quand même très, très strictes. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'exception. Une ligne de DAI? Dans les lignes de DAI, c'est pareil. C'est exactement pareil. Voilà. Exactement pareil. Évidemment, ne pas se jeter sur la facturation pour faire des avoirs après, parce que le facteur va mal le prendre. Ça pourrait être considéré comme du détournement. C'est ça. Voilà. Et il y a une petite exception pour le passif exigible. La seule exception qu'on a, c'est pour le passif exigible contesté. C'est ce qu'on appelle les créances litigieuses. Donc ça, c'est un principe très important qu'il ne faut pas oublier, qui est souvent méconnu. Une dette qui est échue,
mais qui est contesté de façon sérieuse, hein. Il ne faut pas que les arguments soient des arguments artificiels et fallacieux. Il faut que ce soit de vrais arguments. C'est encore mieux, évidemment, si on a une procédure, un litige qui est déjà porté devant un tribunal, qui permet de contester une créance. Eh bien, cette créance est considérée comme une créance litigieuse. Une créance du côté créancier ou évidemment dette du côté de l'entreprise, hein. Et donc, une créance litigieuse ou une dette litigieuse est exclue du passif exigible. Mais c'est la seule exception. Ouais, attention quand même parce que et Nassim, je sais, est très vigilant là-dessus, plus que nous en tout cas. Tous ces éléments-là, c'est des leviers d'optimisation. Donc, comme vous le dit Nassim, le contentieux, c'est un levier d'optimisation pour essayer de faire que la balance passive soit réduite au maximum. La réalité, par contre, aujourd'hui dans les tribunaux, et on parlait d'un dossier avec Nassim que moi là j'ai en ce moment sur une juridiction, où le tribunal a pris en compte tout le passif exigible sans prendre en compte le contentieux. Donc, le dirigeant a trop attendu. Clairement, la réalité, c'est ça, c'est qu'il se serait placé en procédure bien avant. On n'aurait pas eu de difficulté, on n'aurait pas dû jouer sur les vases communicants actifs, passifs, litigieux, pas litigieux, parce que ça reste quand même à l'appréciation d'un tribunal et une audience, il faut vous mettre en tête que ça dure 20 minutes grand maximum. Quand ils ont les 20 minutes, parce qu'en ce moment, ils sont débordés. Ça, c'est la réalité de toutes les juridictions sur toute la France, parce que je peux vous dire que pour en avoir beaucoup, aujourd'hui, dans chaque juridiction, c'est quasiment 15 jours, voire 3 semaines de délai pour avoir une audience d'ouverture, alors que d'habitude, c'est des audiences toutes les semaines. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les tribunaux, c'est quand même très expéditif dans les ouvertures de procédures et que les parquetiers sont très, très vigilants sur les actifs et les passifs et la date d'état de cessation des paiements, et le fait surtout que le dirigeant est trop attendu. Donc attention à pas trop vouloir jouer, vaut mieux se placer en amont, et c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, dans les procédures de prévention, quitte à se dire: «Bon, bah, il faut aller sur une procédure de redressement, mais qui est normée, préparée et au moins il n'y aura pas de difficulté à l'audience», plutôt que d'essayer à trop jouer sur les vases et les levées d'optimisation. Et au final, ça se passe rarement très, très bien à l'audience d'ouverture. Bon, ce petit panorama étant rappelé, je pense qu'il est utile maintenant de présenter les différentes procédures collectives qui sont disponibles enfin, dans la boîte à outils de la législation, en tout cas du débiteur. Euh, alors, je ne sais pas qui. Oui, oui, Alexandra. donc on a donc la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire qui sont bien des procédures collectives. Alors là aussi, il faut casser des mythes. Procédure de sauvegarde est bien une procédure collective. Pourquoi on parle de procédure collective? C'est qu'on va imposer à tous nos créanciers, fournisseurs, des créanciers sociaux, créanciers fiscaux, un traitement collectif de leurs créances, à savoir ils vont être gelés. La créance à la date d'audience de l'ouverture sera gelée et c'est le fameux sujet de la déclaration de créance chez le mandataire judiciaire. Mandataire judiciaire qui représente l'intérêt des créanciers. Donc, l'objectif des procédures collectives, c'est bien ça, c'est d'imposer un traitement collectif à un instant T à tous les partenaires de l'entreprise, quels qu'ils soient, sans distinction de la nature de leur créance. Donc, la sauvegarde est une procédure collective, le redressement judiciaire en est une, pardon, et il en est de même de la liquidation judiciaire. Alors, bien évidemment, on ne reviendra pas sur la liquidation judiciaire. Pourquoi? Parce que la liquidation judiciaire, c'est qu'à un instant T, on arrête la structure. La liquidation judiciaire antenne arrêt d'activité automatique. Il y a des rares exceptions, mais on ne va pas rentrer dans les exceptions. Et dessaisissement des pouvoirs de gestion du dirigeant. Voilà. Donc la liquidation, ce n'est pas le sujet de ce soir. Peut-être sur la différence d'état de cessation des paiements entre les deux procédures. Oui. Alors, on a deux procédures collectives en dehors de la procédure de liquidation, qui, comme vient de dire Alexandra, c'est vraiment la mort de la société. Donc là, on va s'intéresser à deux procédures qui s'inscrivent dans la continuité de l'activité. Donc, on a la sauvegarde et la procédure de redressement. Aujourd'hui, les deux procédures, sauvegarde et redressement, sont des procédures qui sont quasiment jumelles. Elles sont presque pareilles. Il y a très peu de différence entre les deux procédures. Les différences, c'est d'abord sur les conditions d'ouverture, les critères d'ouverture. La procédure de sauvegarde suppose de ne pas être en état de cessation des paiements. Ça, c'est la première condition. Ne pas être en état de cessation des paiements. Excuse-moi, Nassim, qui est donc plus restrictif qu'une conciliation, que Beaucoup l'ouverture d'une plus conciliation. restrictif qu'une conciliation qui est une procédure amiable, parce que la conciliation, on l'a rappelé tout à l'heure, on peut demander une conciliation si on est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. En sauvegarde, c'est impossible. D'accord? Même si je suis en état de cessation des paiements depuis une journée, c'est trop tard, je ne peux pas ouvrir une procédure de sauvegarde.
Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut quand même démontrer que je fais face à des difficultés insurmontables. Donc la loi nous dit des difficultés insurmontables. Qu'est-ce que c'est qu'une difficulté insurmontable? En fait, c'est une difficulté financière, des difficultés financières qui, si je ne fais rien, c'est-à-dire si je ne me mets pas en procédure de sauvegarde, et on verra en quoi ça consiste, je suis certain d'être en état de cessation des paiements à bref délai. Donc des difficultés insurmontables, c'est des difficultés insurmontables de nature à entraîner la cessation des paiements, pour faire simple. Donc ça, ce sont les deux critères d'ouverture de la sauvegarde. Pour le redressement, les critères sont différents. Premier critère, c'est l'état de cessation des paiements. Donc il faut être en état de cessation des paiements. Donc c'est tout l'inverse de la sauvegarde. Et il y a une deuxième condition qui est induite, c'est les perspectives de redressement. Et cette perspective de redressement, évidemment, on la retrouve dans la sauvegarde également. D'accord ? Cette perspective de redressement, c'est de démontrer que la société, bien qu'en état de cessation des paiements, elle va être capable de se redresser d'elle-même. Donc ça, c'est une condition fondamentale parce que si cette deuxième condition n'est pas remplie, le tribunal sera contraint d'ouvrir une liquidation judiciaire et de mettre fin à l'activité de la société. Donc cette condition des perspectives de redressement, elle va être fondamentale et c'est justement votre travail, entre autres, qui va permettre de démontrer au tribunal ces perspectives de redressement par toutes les prévisions de trésorerie et d'exploitation que le tribunal devra examiner à l'occasion de l'ouverture de la procédure. Pour ce qui concerne le reste des conditions et surtout des effets de la procédure, une sauvegarde égale un redressement judiciaire. C'est exactement la même chose. La différence qu'on peut retrouver et sur laquelle on s'arrêtera, c'est la durée de la période d'observation. La période d'observation, c'est la durée pendant laquelle la société va être sous une cloche. C'est ça l'image que vous devez avoir de la sauvegarde comme du redressement. On met la société sous cloche. Eh bien, on va mettre cette société sous cloche pour la sauvegarde pendant 12 mois au maximum et pour le redressement, 18 mois au maximum. Et ces 18 mois et ces 12 mois, c'est ce qu'on appelle la période d'observation. C'est la période pendant laquelle la société est sous sa cloche, c'est-à-dire sous la protection du tribunal et de la loi. Et on se protège de qui? Eh bien, on se protège de l'intégralité de nos créanciers antérieurs. C'est ce qu'on appelle les créanciers antérieurs. C'est le gel du passif. D'accord? Et donc, cet effet qui est très important, le gel du passif, va concerner tous les créanciers antérieurs. C'est pour ça qu'on appelle ça une procédure collective, par opposition aux procédures préventives, mandat ad hoc et conciliation, qui ne concernent qu'une petite partie des créanciers. Et bien là, sauvegarde et redressement, ce sont des procédures collectives qui vont intéresser l'intégralité des créanciers. Alors souvent, la question qui nous est posée, c'est pourquoi du coup aller en sauvegarde et pas aller alors que ça a les mêmes effets qu'un redressement judiciaire et au final, pourquoi pas aller sur une procédure de conciliation? La réalité, c'est qu'il y a des entreprises, dès qu'on les voit, effectivement, elles ne sont pas en état de cessation des paiements, mais on sait que les négociations et les effets de levier qu'on pourra avoir en procédure de conciliation seront clairement incomparables aux effets d'une procédure de sauvegarde. Je parle notamment en termes de durée des échéanciers qu'on pourrait négocier. Dans une conciliation, le Trésor public, l'URSSAF, vous allez pouvoir négocier un échéancier sur maximum 36 mois, 40 mois en ce moment, et encore, il faut avoir des enjeux sociaux significatifs. Procédure collective, l'échéancier, c'est 10 ans. Donc, c'est sûr, alors 10 ans, bien évidemment, en le justifiant, mais la réalité de la durée est incomparable. Heu, Souvent, par contre, l'effet, forcément négatif, c'est que le dirigeant va vous dire: «Oui, mais en sauvegarde, le problème, c'est que c'est public». Oui, certes, il y a une mention sur le cabis puisqu'on se l'est dit, c'est une procédure collective. Pour autant, c'est quand même une décision de gestion. Parce que si vous l'avez retenu, sauvegarde, il y a absence d'état de cessation des paiements. Donc forcément, il faut un dirigeant qui anticipe et qui en est dans la décision de gestion de dire: «OK, à un instant T, j'ai une difficulté, j'ai un passif que je vais devoir, je sais déjà d'ores et déjà que je ne vais pas pouvoir le payer et donc je me mets en protection vis-à-vis du tribunal en allant vers une sauvegarde». Donc en termes de communication, forcément vis-à-vis de la communauté économique avec laquelle il peut travailler, il peut collaborer, la procédure de sauvegarde est une décision de très bonne gestion. Alors, on peut peut-être résumer le sujet de la façon suivante: procédure amiable confidentielle, donc ça ne rejaillit pas sur l'écosystème sur l'environnement et l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, alors que les procédures collectives donc, sont publiques, inscrites au CABIS, et donc rejaillissent sur l'ensemble du collectif des créanciers et de l'écosystème de l'entreprise.
y compris les salariés. Alors, donc là, dans les effets, il faut qu'on brosse un peu pêle-mêle tous les sujets qu'on a un peu et qui sont un peu caricaturaux de la procédure collective. Et moi, j'aimerais m'arrêter sur un point particulier, c'est puisque en fait, nos clients débiteurs sont toujours tétanisés, ce qui les empêche de prendre des décisions, tétanisés par une chose, c'est leur caution personnelle. Donc, je pense qu'il faut mettre à bas un peu cette idée préconçue sur le sujet, en disant la procédure, et Nassim le dit très bien, en droit comparé, le droit des procédures, enfin, le droit des procédures, enfin, des entreprises en difficulté, je vais y arriver, pardon, est un droit extrêmement protecteur en France. Il l'est pour les entreprises, il l'est pour les débiteurs. Alors, plus ou moins en fonction de la date à laquelle on va tirer la sonnette d'alarme, hein, plus on est en aval de l'état de cessation des paiements et plus potentiellement on a aggravé les situations. Et donc, c'est susceptible de sanctions qui va de l'interdiction de gérer jusqu'à la confusion des patrimoines, c'est-à-dire le rattachement du passif de l'entreprise au patrimoine personnel du dirigeant. Il faut y aller maintenant quand même sur le sujet, mais voilà. Là, on se place dans une situation où le dirigeant n'est pas un marmoulin, il n'a pas piqué dans la caisse. Voilà, le sujet n'est pas là. Par contre, il a des engagements, il a pris des engagements, il est caution personnelle. Voilà. Et donc, je pense que le premier sujet à prendre à bras le corps, c'est ce sujet-là. Parce que pour passer le cap de OK, j'ai compris, je vais au tribunal de commerce, et avant d'aller au tribunal de commerce, on va dans un tribunal. Et là aussi, dans l'esprit des gens, c'est je vais au tribunal, je ressors avec les bracelets. Non, c'est pas le sujet. On va au tribunal pour se mettre sous protection. Et plus on se met en protection, le plus en amont possible, on se met en protection, et le moins on viendra nous chercher en termes de responsabilité dans le futur. Voilà, donc nonobstant d'ailleurs le fait qu'on peut ouvrir une procédure amiable, une procédure de prévention, et ensuite basculer en procédure collective lorsqu'on n'a pas trouvé d'accord avec les créanciers ou parce que les données économiques de l'entreprise. Voilà. Mais ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'il faut par-dessus éviter, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est ne pas, ne pas être passif, c'est-à-dire ne pas être mis au tribunal de commerce par un créancier. Y aller en amont de soi-même et ensuite trouver le traitement idoine pour ces difficultés. Donc, peut-être un petit mot sur Sur le le sort sujet des de caution. cautions, alors, je laisserai Nassim en parler, mais c'est très important ce que tu dis sur justement qui peut demander l'ouverture d'une procédure collective. Et c'est pour ça que je réitère sur le fait que la sauvegarde est vraiment une mesure d'anticipation. La sauvegarde, il n'y a que le dirigeant qui peut demander une procédure de sauvegarde. À l'inverse, un redressement judiciaire, certes, le dirigeant peut le demander, mais aussi ses créanciers. Donc, si le dirigeant attend trop, répond pas, à un moment donné, les créanciers, ils vont obtenir un titre contre lui. Et demain, ce titre exécutoire qu'ils auront contre lui permettront de caractériser un état de cessation des paiements, puisqu'ils diront au tribunal, écoutez, moi, a priori, on ne paye pas, donc j'ai une dette exigible, enfin une créance exigible, et de l'autre côté, a priori, le dirigeant n'a pas la trésorerie pour me payer, donc il y a état de cessation des paiements, et donc le tribunal peut ouvrir soit une liquidation judiciaire, et c'est souvent à ce titre-là que les créanciers saisissent, et à titre subsidiaire en redressement judiciaire. Mais ça veut dire que quand même, à un instant T, le dirigeant en audience, c'est à lui d'aller faire la preuve contraire qu'il n'est pas en état de cessation des paiements. Donc plus on anticipe et plus on est en amont, et notamment dans une procédure de sauvegarde, plus on a la maîtrise de la procédure qui va s'imposer à nous. Alors, sur la question des cautions, donc ça, c'est une préoccupation importante pour vos clients. Et souvent, les cautions personnes physiques sont les dirigeants de la société. Alors, le principe est assez simple. Pour ce qui concerne les cautions personnes morales, donc les sociétés qui se porteraient caution d'une autre société, là, il n'y a pas d'effet sur les cautions. Les cautions demeurent exigibles et demeurent actionnables. Là où ça devient intéressant, c'est pour les cautions personnes physiques, et c'est souvent le cas. Donc, pour les cautions personnes physiques, que ce soit le dirigeant, un actionnaire ou un tiers, hein, peu importe, il n'y a pas de conditions particulières. Dès lors que c'est une personne physique, le régime est le suivant. Pendant toute la période d'observation, c'est-à-dire pendant toute la période pendant laquelle la société est sous sa cloche, donc 18 mois au maximum pour le redressement judiciaire, 12 mois au maximum pour la sauvegarde. Pendant toute cette période, il y a un gel du passif
et en particulier du passif bancaire. Donc, si un dirigeant s'est porté caution du remboursement des dettes bancaires, des remboursements d'emprunts de sa société, la société voit ses dettes gelées, la caution également. Donc, la caution profite de l'arrêt des poursuites et du gel du passif de la société pendant toute la période d'observation. Ensuite, une fois qu'un plan est arrêté, donc parce que l'objectif du redressement et de la sauvegarde, c'est de geler le passif pendant une période de 12 à 18 mois, et pendant cette période-là, de se refaire une santé, et à terme, d'enlever la cloche, c'est-à-dire de présenter un plan au tribunal, et ce plan va être en fait des modalités de règlement du passif qu'on a gelé à l'ouverture. Eh bien, lorsqu'on retire cette cloche, lorsqu'on sort de la procédure, la caution personne physique, elle est également protégée. Elle est également protégée parce que la caution pourra, ce qu'on appelle, opposer les délais du plan au créancier. C'est-à-dire que si mon plan de redressement ou mon plan de sauvegarde, qui prévoit un remboursement des dettes que moi, dirigeant, j'ai cautionné dans le cadre de mon cautionnement, si ce règlement prévoit un remboursement de la dette bancaire sur 10 ans, par exemple, tant que la société, dans le cadre de son plan, honore ses dettes, donc les dettes du plan, eh bien la caution sera protégée, on ne pourra pas agir contre la caution. Et la banque, par exemple, si on parle de la banque, ne pourra pas demander à la caution l'intégralité du paiement de ce que la société devait. Non, la caution pourra opposer les délais du plan. Donc ça, c'est très important. En revanche, si la société fait l'objet malheureusement d'une liquidation judiciaire, c'est-à-dire que le redressement judiciaire est un échec ou la sauvegarde n'a pas pu aboutir, et bien dans ce cas-là, il y a une conversion en liquidation judiciaire. Et là, malheureusement, la caution pourra être actionnée par la banque pour l'intégralité de la dette. Donc, on a un intérêt pour les dirigeants qui sont portés caution d'agir le plus en amont possible. Parce que si on tarde, si on met les problèmes sous le tapis, bah, le risque, c'est qu'on ne bénéficie ni d'une sauvegarde ni d'un redressement, mais qu'on aille en liquidation judiciaire. Et là, en liquidation judiciaire, on se fait rattraper par la brigade, c'est-à-dire qu'on aura à payer nos cautions. À l'inverse, le dirigeant qui va anticiper ces difficultés, qui va ouvrir une procédure le plus en amont, même une procédure collective. Le redressement, ça fait peur, mais en même temps, il faut bien comprendre que le redressement, c'est une mesure de protection. C'est une mesure de protection pour la société, c'est une mesure de protection pour le dirigeant. Et il y a énormément de redressements qui sont ouverts très en amont, qui aboutissent et qui permettent de sauver l'entreprise et par là même les actionnaires et les dirigeants. Alexandra. Non, tout a été dit. Je pense que malheureusement, par mes connaissances, le plus souvent, le dirigeant n'ose pas venir en redressement judiciaire en se disant redressement judiciaire égale liquidation judiciaire. Si c'était le cas, on aurait mis le même nom. Redressement judiciaire, ça veut bien dire, enfin, en tout cas, l'objectif est clair, c'est de redresser la société. Trop souvent, c'est méconnu par les dirigeants, je ne parle même pas de la sauvegarde. Et sachez que le sort de la caution, au départ, était différent en sauvegarde et en redressement judiciaire. En fait, et la sauvegarde, d'ailleurs, la philosophie de la création de la sauvegarde, c'était de se dire, il faut que les dirigeants arrivent plus tôt, sous la protection du tribunal, donc éviter d'être déjà en état de cessation des paiements. Et vous vous doutez bien que des sociétés qui sont déjà en état de cessation des paiements, elles sont déjà très obérées pour arriver à trouver des solutions. C'est ce qu'on disait avec Nassim. Et alors là, la situation économique fait qu'on s'en rend encore plus compte. On a des sociétés qui sont en redressement, mais avec des options qui sont très très faibles de redressement parce qu'ils arrivent trop tard. Forcément, en sauvegarde, plus vous arrivez en amont, bah, plus vous avez des options et des leviers. Et puis plus vos créanciers aussi ont envie de vous aider. Donc ça, c'est vraiment une réalité. La sauvegarde, le traitement privilégié de la caution, au départ, n'existait qu'en sauvegarde. Et l'objectif, c'était de mettre une carotte aux dirigeants. On va être très clair. On est aux dirigeants, on va vous protéger en période d'observation, on va vous protéger pendant la période du plan en votre qualité de caution, dans la mesure où vous avez été diligent, vous êtes venu avant d'être en état de cessation des paiements. Alors, les directives européennes font que on a aligné le traitement de la caution au redressement judiciaire. Je ne suis pas sûre que, honnêtement, en tant que praticien, c'est finalement une bonne idée, parce qu'on risque d'avoir des dirigeants qui vont encore plus attendre en se disant, bah, de toute façon, même en état de cessation des paiements, je serai protégé. Bon, espérons que ce ne soit pas le cas et que vous, en qualité de conseil, vous les alertiez surtout
sur le fait que plus ils vont attendre, plus ils vont engager la responsabilité. Voilà. Et moi, je vous invite à leur écrire, notamment quand vous caractérisez un état de cessation des paiements avec eux, à leur écrire les choses, parce qu'ils ont besoin aussi parfois de lire que l'état de cessation des paiements est avéré et qu'ils doivent aller se mettre sous la protection du tribunal. Parce que ça, c'est une obligation légale. Hein. Oui, parce que Nassim, tu disais sur le ton de la boutade, sur le ton de la boutade, plus vous attendez, plus vous êtes rattrapé par la brigade, mais au sens propre comme figuré, hein, ça peut être la brigade financière. Hein, voilà. Voilà. Donc, protection des cautions personnes physiques, ça, c'est absolument fondamental. Vous êtes, même en procédure collective, le redressement judiciaire, ce n'est plus la faillite d'antan, entre guillemets. Hein, tout a évolué, le poids sur notre société. On a fait évoluer notre droit aussi pour se rapprocher d'un droit un peu plus anglo-saxon, qui est moins coercitif en disant vous êtes le débiteur qui a failli et donc vous êtes marqué au fer rouge ou doigt de vie. Non, on n'est plus franchement dans cet esprit-là. Ce qu'il faut, c'est, en tout cas, et d'ailleurs, c'est le rappel des objectifs du législateur à l'ouverture d'une procédure collective, maintien de l'activité, des emplois et apurement du passif. Donc, il faut trouver des solutions. On est là pour en trouver, et ça, c'est la boîte à outils. Alors, justement, parce que ça fait partie aussi des questions, quand on ouvre une procédure collective, il y a de nouveaux intervenants qui émergent, des gens avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de converser, entre guillemets. Et puis là, on est en procédure collective, on est donc soit dans la sauvegarde, soit dans le redressement judiciaire. Donc, il y a une continuité de l'exploitation de l'entreprise. Donc, peut-être, Alexandra, c'est intéressant que tu nous expliques ton rôle, parce qu'il y a 2 auxiliaires de justice importants à l'ouverture d'une procédure. C'est l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, qui ont futurs potentiels liquidateurs judiciaires de l'entreprise, qui ont 2 rôles bien différents, puisque l'un, l'administrateur, est là pour préserver les intérêts de l'entreprise et de sa continuité, sous quelque forme que ce soit, voire en plan de cession, on va voir. Le représentant des créanciers, qui est potentiellement un futur liquidateur judiciaire, il est là pour représenter le droit des créanciers. Donc on est dans... C'est cette philosophie qui est respectée sous l'égide d'un juge consulaire qu'on appelle le juge commissaire, qui suit le dossier pour le compte du tribunal de commerce. Il suit de loin, hein, mais régulièrement, puisque vous avez noté ce qu'on appelle la période d'observation qui s'ouvre à l'ouverture de la procédure collective. Donc 6 mois, bah, c'est juste pour voir si les 6 premiers mois, c'est juste pour voir si déjà l'entreprise a arrêté une situation de déconfiture. Les 6 mois suivants, c'est de savoir si on est capable de redresser la barre et de sortir un plan. Et potentiellement, si ça prend un peu plus de temps, on rajoute 6 mois, qui peut, sur demande, enfin sur acceptation du parquet, être allongé encore de 6 mois. Souvent, c'est une notion de caution derrière. Ou voilà, bref. Mais bon, ça peut exceptionnellement prendre une durée de 24 mois, mais on part sur une logique de 18 mois pour démontrer qu'on n'est plus là pour faire du passif et démontrer qu'on a la capacité de sortir un plan de continuation pour pouvoir payer ses dettes de manière collective sur 10 ans. Donc, peut-être, Alexandra, ton rôle, puisque certaines questions, c'est est-ce que le créancier, enfin, est-ce que le débiteur, pardon, est totalement dessaisi de ses responsabilités dans l'entreprise? Je vous rassure, non, parce que l'administrateur judiciaire fait beaucoup de choses, mais il ne peut pas piloter toutes les entreprises. C'est ce que j'ai expliqué cet après-midi. Alors, ce que j'aime bien dire aux dirigeants quand je les rencontre, c'est que moi, je suis un bras gauche. Je suis droitière. Pour moi, l'expert comptable, c'est le bras droit. C'est celui qui est tiers, indépendant, qui a la vision neutre de la situation de la société. Et moi, je suis le bras gauche. C'est-à-dire, je viens aider dans une situation de crise à porter le plateau, la société, pour passer les intempéries. Bon. Mais par contre, je ne prends pas la place du dirigeant. Et souvent, c'est cette vision qu'ils ont, c'est de se dire, de toute façon, si j'ai un administrateur judiciaire, il va prendre ma place. Moi, je ne gère pas l'exploitation. Vous voyez, cet après-midi, j'étais dans une entreprise d'agroalimentaire. Je lui disais, je ne vais pas savoir s'il faut commander 10, 20, 30 cuillères demain. Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de vous aider à sortir de la procédure collective, de gérer effectivement les fournisseurs au mieux. Et juste avant, je parlais avec l'avocat pour lui dire, bon, on va préparer un courrier pour les fournisseurs pour qu'ils continuent à livrer.
malgré le redressement judiciaire. Voilà, j'aide là-dessus et je rassure les fournisseurs sur le fait que le redressement judiciaire, finalement, on a mis sous cloche l'entreprise, on va arrêter de creuser le trou. Mais par contre, pour l'avenir, il faut rester à jour des nouvelles charges et que s'ils livrent, bien évidemment, ils seront payés. Voilà. Donc ça, c'est mon rôle, c'est de faire le paratonnerre entre le dirigeant, les clients, les fournisseurs et essayer de co-construire avec tout ce petit monde un plan pour sortir de la procédure. Ça, c'est mon rôle. En face, effectivement, alors en face ou à nos côtés, il y a un mandataire judiciaire. Et donc, je vous le dis, le mandataire judiciaire qui peut être mandataire liquidateur, on ne peut pas faire le matin administrateur judiciaire, l'après-midi mandataire judiciaire. C'est 2 concours différents, 2 accès différents à la profession. Donc, on est soit administrateur, soit mandataire. Et justement, la profession a été scindée parce qu'on représente 2 intérêts divergents. Voilà. Donc, le mandataire judiciaire, lui, à l'inverse, il représente l'intérêt des créanciers. Et bien évidemment, vis-à-vis d'un tribunal, son objectif, c'est de s'assurer que les créanciers ne soient pas lésés. Donc, par exemple, s'assurer qu'un créancier postérieur à l'ouverture de redressement judiciaire, il soit payé à bonne date et qu'il n'y ait pas de difficulté. Lors de la sortie de la procédure de redressement, qu'on sorte le plus vite possible. Donc, si par exemple, nous, on présente un plan sur 10 ans avec la société et que sur 8 ou 9 ans, ça pourrait passer, forcément, le mandataire judiciaire, il va dire ce serait peut-être pas mal de payer les créanciers plus vite. Voilà. Après, c'est le tribunal qui tranche. Donc, nous, on donne des avis. Le juge commissaire dont a parlé Nicolas, donc, qui est le juge qu'on appelle le chef d'orchestre de la procédure, donc qui est un juge comme le tribunal bénévole et qui nous est délégué pour le suivi de la procédure. Le juge commissaire rend aussi également un avis. Et puis, on se retrouve devant l'instance collégiale, donc ce qu'on appelle en chambre du conseil, donc de façon confidentielle, où là, vous avez un président de chambre, 2 juges. Parfois, le juge commissaire vient aux audiences ou alors il rend un avis. Et puis, l'administrateur judiciaire fait un état de la procédure, le mandataire judiciaire fait un état de la procédure. Vous avez également un représentant des salariés qui est à l'audience. Alors, le représentant des salariés, c'est une institution au sens propre, c'est-à-dire qu'il est désigné dès l'ouverture du redressement judiciaire. Alors, soit s'il y a un CSE par le CSE, donc c'est un membre du CSE qui est désigné, ou alors le CSE décide de désigner un autre salarié qui n'est pas forcément membre du CSE. Et quand on n'a pas de CSE, on réunit tous les salariés et on leur dit qu'ils doivent élire un représentant. Bien évidemment, il peut avoir un PV de carence, mais je ne suis pas trop favorable au PV de carence parce que le tribunal aime bien avoir la voix des salariés. Donc, si tout se passe bien, qu'on en arrive à un PV de carence, il vaut mieux finalement que les salariés soient présents pour dire qu'effectivement, ce qui est dit par le dirigeant, c'est la réalité, que le climat social est bon et ça rassure le tribunal. Voilà, la voix des salariés a aussi son importance. Et vous avez aussi aux audiences, donc au tribunal de commerce, un greffier. Donc greffier qui est une profession libérale, qui n'est pas comme le greffier fonctionnaire des tribunaux judiciaires. Et parfois le ministère public, donc le procureur de la République, l'homme à la robe rouge dans toutes les bonnes séries policières, donc qui est le seul fonctionnaire et magistrat, voilà, qui a fait l'école nationale de la magistrature au tribunal de commerce, qui vient pour lui s'assurer que les intérêts de la société sont préservés. C'est le rôle d'un procureur de s'assurer que le droit est bien appliqué et que les intérêts de la société sont bien appliqués. Alors le procureur de la République, souvent, il est très vigilant, notamment aux audiences d'ouverture, à la date d'état de cessation des paiements qui est retenue par le tribunal. Donc, s'il n'y a pas de débat, tout va bien, mais souvent le ministère public alerte les juges consulaires sur la date qui sera retenue et forcément les responsabilités qui pourraient être engagées. Donc, ils sont quand même assez vigilants et de plus en plus formés sur les procédures et la notion d'état de cessation des paiements. Après, on adore vous avoir aux audiences. Je le dis. Alors, nous, on adore vous avoir aux audiences, mais surtout, le tribunal adore vous avoir aux audiences. Le juge commissaire apprécie de vous voir quand il fait des rendez-vous, mais il peut comprendre que vous avez des agendas non extensibles. Mais c'est très, très bien quand vous suivez des dossiers qui sont en procédure collective que vous soyez là aux audiences. Pourquoi ? Parce que vous êtes l'homme du chiffre, avec un grand H, bien évidemment, et ils apprécient d'avoir la vision de l'expert comptable sur la poursuite d'activité, sur la situation comptable qui a pu être faite, sur la tenue du budget, le comparatif du budget et du réalisé. Et parfois, toutes les difficultés, enfin moi je l'ai vu à une audience hier, l'expert comptable était là, il n'y avait plus de sujet. Voilà, donc tout ce qu'a pu dire l'expert comptable, ça a dédramatisé certains sujets qui passionnaient le tribunal. Là, la simple présence de l'expert comptable a rassuré tout le monde. Et de voir qu'il est présent au quotidien et qu'on fait des situations mensuelles avec l'expert comptable, ça rassure et ça a un côté protecteur. Donc ça, je pense que, en tout cas, quand vous suivez des dossiers comme ça, vous avez intérêt à être aux audiences. Et c'est là où parfois, par contre, j'alerte. Suivre des procédures collectives, c'est très lourd.
Voilà. Donc, parfois, vous n'avez pas les effectifs pour sortir les situations mensuelles tous les mois, au 15 du mois, s'assurer de la mise à jour du prévisionnel quand il y a besoin de s'assurer de la mise à jour du prévisionnel, venir aux audiences, faire les points mensuels avec l'administrateur. Donc, il faut faire attention. Parfois, il vaut mieux sous-traiter la mission de suivi des procédures collectives à des cabinets, un, qui sont spécialisés et deux, qui ont la bande passante pour pouvoir gérer ces dossiers-là et qui connaissent aussi les rouages du tribunal de commerce parce que chaque tribunal a ses spécificités ou ses spécialités et donc il faut avoir quand même du temps à affecter à ces dossiers-là. Donc, voilà les interlocuteurs qu'on peut croiser lors des audiences. Alors, ton rôle très concret, Alors, moi, mon rôle très concret, oui, pardon, tu as raison, je ne suis pas rentrée suffisamment précisément. puisqu'il y a des questions sur le sujet, l'administrateur a-t-il un droit de regard sur les paiements des fournisseurs? Alors, ça dépend le degré de la mission. C'est-à-dire qu'en sauvegarde, je surveille ou j'assiste le dirigeant. Donc, en surveillance, je ne co-signe aucun virement, c'est le dirigeant qui fait tout et moi, je fais du contrôle a posteriori. Je ne peux faire que ça puisque le dirigeant est libre dans sa gestion. À l'inverse, par contre, si j'assiste, oui, effectivement, je co-signe les virements avec lui. En redressement judiciaire, soit j'assiste, là pour le coup, donc plus on avance, vous voyez, plus le degré d'assistance n'est pas le même. Donc en redressement judiciaire, soit j'assiste, donc là c'est de la co-gestion sur toutes les opérations qui affaiblissent le patrimoine de l'entreprise, ou alors je représente. C'est le cas là, du dossier dont je vous parlais cet après-midi, où là j'ai un dirigeant qui est interdit de gérer, plus qui a fait l'objet d'une faillite personnelle, et là je représente la structure, donc il n'a plus aucun pouvoir de gestion. Mais moi, ce n'est pas des missions que j'apprécie, parce que là, pour le coup, clairement. En fait, c'est un Ah partenariat. non, mais voilà, c'est un partenariat. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais. Moi, il faut que j'ai de la vision en permanence sur ce qui sort en trésor. Par contre, la réalité, c'est que ça se fait par un suivi de trésor. C'est pas au quotidien, je vais passer telle commande, sinon c'est ingérable. Alors, je pense que pour que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde, ton objectif ultime à toi, c'est de s'assurer. Sortir. Alors, c'est de sortir, oui, mais en tout cas, tant qu'on n'est pas sorti, c'est de s'assurer que l'entreprise ne fait pas de nouvelles dettes. Exactement. Moi, Ne c'est fait mon pas seul de nouvelles objectif. dettes, Voilà. c'est-à-dire, vous n'avez plus le droit à un découvert. Si votre situation de trésorerie ne vous permet pas d'honorer un règlement, vous ne le faites pas. C'est ça, exactement. Surtout, je ne peux pas valider, je ne peux pas co-signer et valider et engager ma signature parce que sinon, j'en suis responsable. Personnellement, sur Voilà. tes deniers personnels. C'est ta responsabilité. Voilà. Et l'autre sujet, c'est dans l'impact de la procédure collective sur l'écosystème de l'entreprise, c'est évidemment le gel des créances antérieures. Donc, quand on commence à expliquer à un instant T à un créancier qui ne suit pas forcément l'actualité des procédures, enfin en tout cas du BODAC, quand une entreprise dit voilà, je suis passé en procédure collective, donc je ne peux plus vous payer, forcément, il arrive, et ça c'est ton quotidien, pour que ça soit clair au quotidien. Le débiteur, il appelle l'administrateur en disant moi, mon créancier, il me dit si tu ne me payes pas, j'arrête de bosser avec toi. Et c'est un fournisseur stratégique pour l'entreprise, etc. Voilà, tu ne peux pas me planter, voilà. Mais c'est ça les vrais cas de conscience des dirigeants qui sont obligés de vivre au quotidien, parce que évidemment, ça rejaillit sur l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ça les conséquences. C'est que je suis obligé d'expliquer à mon créancier, c'est pas que je veux pas. Je suis sous protection. C'est surtout que je ne peux pas. C'est surtout que je ne peux pas. Et il y a une question expert comptable ou CAC. Alors, le CAC, il a son rôle en amont dans la procédure d'alerte. C'est pour ça que souvent, quand on parle de prévention, ça gèle l'impact pour le CAC. Donc, il n'a plus besoin. C'est bien d'être transparent vis-à-vis de son commissaire aux comptes en disant voilà, j'ai ouvert une procédure de conciliation, etc. Le commissaire aux comptes, il se sent à l'aise. Puis, dans l'impact du redressement judiciaire, c'est est-ce qu'on continue l'entreprise est-ce qu'aujourd'hui, je crois dans ces perspectives de redressement? Est-ce qu'on est dans une logique de publication de comptes liquidatifs? Ou est-ce que j'amende les comptes pour provisionner un tas de choses, etc. Donc ça, c'est le rôle du CAC. Mais quand on dit gel des créances antérieures, le non-respect de cette situation, ça t'impacte en tant qu'administrateur. Donc, quand on dit est-ce que j'ai un droit de regard? Oui, j'ai un droit de regard parce que ma facture, si je considère qu'elle ne respecte pas les clous du code de commerce, eh bien, c'est une responsabilité pénale pour le dirigeant, pour le débiteur, ainsi que pour le bénéficiaire du règlement en question. Parce qu'on trahit quelque part l'esprit du collectif des créanciers et par-dessus tout, il faut que ces créances soient payées. Donc ça, c'est une vraie problématique auquel, quelque Oui. part,
Ah bah, que tu réponds au quotidien, mais tous les jours, on a forcément un dirigeant qui se dit non, mais lui est vraiment stratégique, il faut que je tente et j'essaie de faire passer la facture. Nous, tous les jours, il y a quelqu'un à l'étude qui passe ses journées à valider des règlements. Voilà, donc, qui vérifie quel est le fait générateur de la prestation qui est payée et est-ce que c'est antérieur ou postérieur. Si c'est antérieur, on n'a pas vocation à payer. Alors après, il y a des exceptions, hein, ce n'est pas l'objectif de ce soir, on peut rentrer dans des exceptions, mais la réalité, c'est que tout ce qui est antérieur doit être gelé. Voilà, oui, point. les sauts dans les transports. Ou l'expert comptable qui a un droit de rétention. Voilà. Mais bon, la réalité, c'est que c'est de l'exception. Donc, alors, souvent, les dirigeants vous diront, ah oui, mais s'il y a un administrateur judiciaire, ça va être très long. Parce que du coup, il va falloir qu'il contresigne les virements que j'aurais préparés. Alors, c'est J+1, hein, donc concrètement, tout ce qui est envoyé avant midi à l'étude est signé le lendemain avant midi. Voilà. Donc, autant il y a 15-20 ans, on signait des parapheurs à la main de chèques, d'accord. Aujourd'hui, avec les virements, ça va même parfois trop vite parce qu'ils espéraient pouvoir payer le fournisseur un peu plus tard. Donc, la réalité, c'est que pour le fournisseur, et ça, c'est vraiment très concret, souvent ils nous disent, les dirigeants, de toute façon, si je pars en redressement, plus personne ne voudra me servir. C'est faux. L'entrée en redressement judiciaire va commencer à donner la garantie aux fournisseurs qu'on ne creuse plus le trou. Parce que la réalité, c'est que du moment où vous avez un administrateur, et même sans administrateur, le dirigeant, il a l'obligation de payer toutes les créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire. Donc, le fournisseur, il a enfin la garantie qu'au moins, il n'y aura plus d'encours impayés. Alors, parfois, par contre, ce qu'il impose, c'est soit un paiement d'un acompte dès la commande, et au moins, comme ça, les fonds sont déjà provisionnés. Là, on vit le quotidien d'une entreprise en procédure. Donc, c'est paiement au cul du camion, hein, trivialement, c'est ce qu'on dit. Mais beaucoup de créanciers, déjà, ne le savent pas. Finalement, doutent de la capacité de l'entreprise en disant tu m'as planté une fois, c'est bon. Voilà. Alors même, et c'est souvent le cas d'ailleurs de ces conseils, les conseils de l'entreprise. Alors évidemment, on souhaite que les conseils, parce qu'on travaille de manière un peu acharné dans cette période-là pour essayer de sauver l'entreprise. Donc, on souhaite, entre guillemets, pas être trop passif. Ça, c'est un sujet, c'est toujours un sujet délicat, mais c'est aussi l'intérêt à faire comprendre aux clients de payer ses conseils dans une période délicate, puisqu'on est là quand même pour le sauver. Et je pense que c'est important à se rappeler aussi que cette situation, euh, si on ouvre une procédure collective, donc c'est notre fameux article 40 qu'on connaissait, 622-17, qui dit qu'effectivement, si on continue à travailler avec l'entreprise en procédure, eh bien, on a une espèce de privilège, entre guillemets, en disant vous serez payé de toutes les façons à bonne date. Parce que c'est l'engagement de l'administrateur judiciaire qui garantit que l'entreprise ne peut pas faire de nouveau passif. Et si toutefois l'entreprise venait à faire un nouveau passif, de toute façon, il y aura une conversion en liquidation judiciaire. Donc, il n'y a pas de sujet. Continuez à faire confiance à l'entreprise. On parle du sujet des experts comptables, on est chez les experts comptables. Mais voilà. Oui, mais je pense que le sujet de vos honoraires, c'est un vrai sujet. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Et moi, je n'ai jamais de tabou sur le sujet des honoraires parce qu'on rend un service, hein. Donc, concrètement, on n'est pas là, la boîte, elle ne peut pas tourner, hein. Ça, c'est une réalité. Donc, le sujet de vos honoraires, en plus, je pense que ça peut engager aussi vos responsabilités. Moi, une fois, j'ai un de vos confrères qui m'a dit, mais Alexandra, j'ai soutenu la boîte, ça fait 2 ans que je ne suis pas payée. Mais en fait, ça fait juste 2 ans qu'on a caractérisé un passif exigible. La réalité, elle est là aussi. C'est qu'à un moment donné, pendant 2 ans, si on émet des factures qui ne sont pas payées, la réalité, c'est que de l'autre côté, ça veut dire qu'on a un passif exigible pendant 2 ans où on démontre que la boîte était clairement en état de cessation des paiements avérés. Donc, je pense qu'en plus, vous n'avez pas intérêt à ne pas vous faire payer de vos factures. Alors qu'on est 1-2 mois, c'est pas payé, on plante un redressement, bon, pas de difficulté, mais vous êtes stratégique. Vous n'êtes pas là, il n'y a pas de procédure, qu'on soit en amiable, en procédure collective, même en liquidation parfois, puisque les mandataires vous sollicitent même en liquidation pour faire les bulletins de salaire. La réalité, c'est que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de dossier. Voilà. Donc, vous avez certes un rôle de vigie, mais après, dans le cadre du dossier, vous devez aussi prélever vos honoraires, s'assurer que la lettre de mission est bien calibrée, notamment en procédure collective, parce que c'est du travail en plus, et en plus avec un temps qui doit être affecté, qui est parfois colossal en fonction du dossier. Oui, vous avez une question? Alors, la question qui était posée, parce que je ne sais pas s'ils entendent de l'autre côté, c'est est-ce qu'on peut demander des acomptes? Enfin, en tout cas, moi, je n'y ai pas de difficulté. Voilà. Mais encore une fois, de toute façon, si je vous missionne, je vous fais une lettre de mission.
complémentaire à votre lettre de mission qui existait avec le dirigeant, qu'on co-signe avec le dirigeant. Mais le dirigeant, si vous voulez, souvent à l'ouverture de la procédure, il n'a pas la vision de ce qu'on attend de l'expert comptable. On lui dit il y a un budget, on lui dit les situations mensuelles, il ne se rend pas forcément compte le temps que ça prend. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on vous écrit. Comme ça, au moins, les choses sont très claires entre nous. Bon, moi, si on me demande des acomptes, je n'ai pas de difficulté. Mais de toute façon, si je vous fais la lettre de mission, c'est que je sais d'ores et déjà qu'il y a la trésor pour le faire. Ce que je ne fais pas, par exemple, si l'entreprise part en plan de cession, on va vous expliquer, en redressement judiciaire, il y a 2 plans de sortie. Il y a un plan A, un plan B. Le plan B étant le plan de cession. On y reviendra juste après. En plan de cession, comme je sais que l'objectif n'est pas de rester dans la procédure de redressement et de rembourser de façon à échelonner nos dettes, et que ça va beaucoup plus vite qu'un redressement avec la présentation d'un plan, c'est rare que je missionne l'expert comptable pour me faire les situations. Ça ne sert à rien puisque l'objectif est de sortir et qu'à terme, la boîte ira en liquidation judiciaire. Donc, du moment où vous avez une lettre de mission avec un administrateur judiciaire, c'est que de toute façon, on peut vous payer. Et on est les premiers à vous dire, on arrête tout, liquidation, ça suffit. Oui, parce qu'il y a un point essentiel aussi dans le rôle de l'administrateur judiciaire, c'est déjà, effectivement, on l'a dit, de veiller à ce que l'entreprise ne fasse pas de nouveaux passifs dans le cadre de la période d'observation. Mais c'est surtout le fait de se positionner pour lui sur le sort des contrats en cours. Oui, effectivement, l'avantage des procédures de redressement, sauvegarde des redressements, c'est qu'on porte totalement atteinte au droit commun et au droit de la résiliation des contrats, hein. Vous avez des délais, un process de résiliation d'un contrat en procédure collective. C'est un droit qu'on appelle exorbitant du droit commun. C'est que du coup, l'administrateur judiciaire, sur interrogation des créanciers, peut demander la résiliation de certains contrats. Alors certes, ils iront déclarer peut-être des indemnités de résiliation au passif, mais ce sera gelé. Donc c'est pas rien. Vous avez souvent des boîtes qui ont pris 10 photocopieurs en LOA et qui se sont dit c'est un super investissement et qui après se rendent compte qu'en lisant le contrat, c'était peut-être pas la bonne idée. Bon, mais voilà, l'avantage des procédures collectives, c'est que ça permet de résilier certains contrats. Ça permet aussi de résilier, notamment dans le bâtiment aujourd'hui, on voit des contrats qui ont été souscrits parfois à perte. Ça peut être un vrai levier, la procédure collective, de pouvoir résilier ces contrats. Donc, c'est effectivement un des leviers de la procédure. Oui, une remarque également, puisqu'on parle de période d'observation. Donc ça, c'est la période qui s'ouvre à partir du moment où on a le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il y a ce même jugement détermine une date de cessation des paiements provisoire, qui finalement, la jurisprudence fait qu'elle est plutôt définitive, puisqu'on a du mal à la modifier après. D'où l'intérêt d'avoir une déclaration de cessation des paiements la plus objective et la plus exhaustive possible. Ça, c'est un sujet de sanction pour les mandataires. Mais il faudra peut-être parler aussi d'une période qui nous intéresse en tant qu'expert comptable, en tant que commissaire aux comptes, etc. Mais une période antérieure à cet état de procédure collective, qui est la période suspecte. Et Nassim, si tu veux bien nous donner quelques indications ou quelques détails sur cette... Alors, la période suspecte, c'est la période entre le premier jour de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective par le jugement du tribunal. D'accord ? Donc là, évidemment, on est bien sur des procédures avec état de cessation des paiements, c'est-à-dire liquidation judiciaire et redressement judiciaire. Mais en théorie, il n'y a pas de période suspecte lorsqu'on ouvre une sauvegarde, puisqu'une sauvegarde, je vous l'ai dit, suppose de ne pas être en état de cessation des paiements. Par conséquent, il n'y a pas de période suspecte en sauvegarde. Cette période suspecte, donc, c'est la période entre le premier jour d'état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure par le tribunal. C'est une période suspecte parce que la société, elle est dans une situation qui n'est pas normale. Et cette situation qui n'est pas normale, c'est l'état de cessation des paiements. Pourquoi c'est pas normal ? Parce que quand je suis en état de cessation des paiements, ça veut dire que je n'ai pas assez d'argent pour faire face à toutes mes obligations. Donc, je n'ai pas respecté ma parole, en fait, pour être très trivial, vis-à-vis de mes co-contractants, vis-à-vis de mes fournisseurs. Donc, je ne peux pas respecter ma parole. Et ça, on considère que dans le business et dans un monde d'économie, ce n'est pas possible. Donc, c'est une période suspecte que la loi ne supporte pas. Et la conséquence de ça, c'est qu'un certain nombre d'actes qui vont être commis pendant cette période suspecte pourront être annulés. Alors, ce n'est pas tous les actes, mais c'est certains actes. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Le fait de payer un créancier dont la dette n'est pas échue
alors que je suis en état de cessation des paiements. Donc, pendant la période suspecte, eh bien, ce paiement pourra être annulé lorsque la procédure sera ouverte. Parce que payer une dette qui n'est pas exigible, qui n'est pas échue, c'est-à-dire en avance, alors que je ne sais même pas payer avec mon actif disponible les dettes qui sont échues, ben ça, c'est un paiement qui est anormal. Donc, il pourrait être annulé. Je vends un actif pendant la période suspecte. Et cet actif, je le brade. Je vends une machine qui vaut 100 000 euros, objectivement, sur le marché. Je peux la vendre 100 000 euros. Pendant la période suspecte, je la vends à 50 000 euros. Bah ça, c'est pareil. On considère que c'est un acte qui est annulable. Je fais une donation. La société se met à donner un actif à un tiers. Personne physique, personne morale. Ça, c'est annulable, etc. Tout ce qui touche le patrimoine de la société et qui n'est pas cohérent avec le marché est annulable pendant la période suspecte. Et l'idée de ces actions, c'est ce qu'on appelle des actions en nullité de la période suspecte, qui sont par hypothèse engagées une fois que la procédure collective est ouverte par les organes de la procédure, c'est-à-dire administrateur judiciaire, mandataire judiciaire ou procureur de la République. Eh bien, ces actions, elles ont vocation à reconstituer le patrimoine de la société tel qu'il aurait dû être si le dirigeant n'avait pas commis des actes pendant cette période suspecte. C'est ça la philosophie des nullités de la période suspecte. Donc il faut l'avoir en tête lorsque vous accompagnez des clients qui sont en état de cessation des paiements et que le client vous parle de projets de cession de fonds de commerce, cession de lignes de production, cession de stock à bas coût, etc. Là, il faut être très, très alerté en disant à votre client, attention, vous êtes en état de cessation des paiements, vous êtes en période suspecte, avant que la procédure soit ouverte, en fait, vous touchez à rien, vous ne faites rien, vous faites que le courant et que ce qui est normal. D'accord ? Mais pour ça, vous comprenez que vous devez avoir une appréciation très très fine de l'état de cessation des paiements. Encore cette notion qui va nous servir là, l'état de cessation des paiements. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'état de cessation des paiements, vous serez incapable de dire à votre client, attention, vous êtes en période suspecte. Tout est lié. Si vous comprenez l'état de cessation des paiements, vous comprendrez tout le droit des entreprises en difficulté et vous serez capable d'orienter vos clients au bon moment sans engager votre responsabilité. Parce que c'est ça aussi. C'est que si vous accompagnez un client qui est dans cette situation, bah, d'une certaine façon, de par votre profession, de par vos obligations, vous avez aussi une obligation de conseil. Et je pense que dans le cadre d'une action en responsabilité contre un expert comptable, ça va être difficile pour l'expert comptable de dire, mais attendez, monsieur le juge, je ne savais pas ce que c'était que l'état de cessation des paiements, moi. Aller dire à un tribunal qu'un expert comptable n'a pas à savoir ce qu'est l'état de cessation des paiements, ce n'est pas possible. D'où justement les ateliers qu'on fait à votre endroit et où on vous rabâche tout le temps ce qu'est l'état de cessation des paiements. S'il y a une notion à retenir, c'est bien celle-ci. Donc, il y a peut-être un exemple un peu extrême aussi. C'est je m'en sors pas avec mon loyer, avec mon bailleur, etc. J'accumule des dettes. Je vends mon fonds de commerce et puis terminé, je ne veux plus en entendre parler. Je vends mon fonds de commerce et il reste des dettes. Si le prix de cession du fonds de commerce ne permet pas de désintéresser l'ensemble du passif de l'entreprise, qu'est-ce qui va rester? Il va rester un passif à la charge de la collectivité. On ne peut pas fermer la boîte comme ça. À tout le moins, le créancier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va assigner l'entreprise au tribunal de commerce, s'ouvrir une procédure collective, une demande en liquidation. Qu'est-ce qu'il va faire le mandataire? Il va dire, attendez, vous avez vendu le fonds de commerce, mais ça ne payait pas toutes les dettes. Je reviens, j'annule la cession de fonds de commerce qui a été enregistrée avec un exploitant qui bosse dedans. Je prends un exemple concret, hein, un salon de coiffure, par exemple. Et, on annule tout. On remet les parties en l'état. Alors, c'est évidemment l'intérêt de personne, hein, parce que on a un nouvel exploitant qui lui paye ses loyers, etc. Voilà. Mais voilà jusqu'où ça peut aller. Donc, l'avocat qui entérinerait une cession de fonds de commerce qui serait séquestre, alors qu'il ne prend pas la peine de connaître la situation patrimoniale de l'entreprise et que c'est un défaut de conseil aussi de la part du conseil juridique, à condition que ce soit un vrai conseil juridique, hein, parce que sinon on souffre d'exercice illégal, eux aussi de temps en temps, hein, parce qu'ils ont des pingouins. Hein, voilà. Mais ces gens-là, ils ne jouent pas le rôle de séquestre. Hein. Ils ne veulent pas prendre
Mais non, mais ce Et, sont des cas et ça va très, très loin. Parce que toutes les règles de la procédure collective vont s'appliquer dans le cas, Nicolas, que tu évoques. Une société en période suspecte vend pour 1 million d'euros son fonds de commerce. Il se trouve qu'elle a 2 millions de passifs. La cession a eu lieu. Elle a encaissé le million d'euros, son prix, qui ne suffit pas à payer l'intégralité des créanciers. Il reste 1 million de passifs impayés. Forcément, état de cessation des paiements. Procédure collective. Procédure collective, que ce soit un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, peu importe, on va avoir un professionnel averti, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire ou procureur de la République, qui va voir que le fonds de commerce a été vendu pendant la période suspecte, va faire une action en nullité de la période suspecte. L'action, elle va forcément aboutir. C'est quasiment automatique dans ce cas-là. La conséquence de ça, c'est quoi? On annule, on remet les parties en l'état. Tout le fonds de commerce qui a été cédé à l'entreprise qui a acquis le fonds de commerce est obligé de rendre tous les actifs. Peu importe les conséquences pour elle, c'est son problème, ce n'est pas le problème du tribunal. Donc, tous les actifs reviennent dans la société qui est en procédure collective. Le prix de cession, le million d'euros, normalement, je le rends. Si on annule la vente, on annule dans les deux sens. Mais attention, je fais mon analyse juridique avec les dispositions d'ordre public de la procédure collective, parce que, attention, il ne faut pas oublier, je suis en procédure collective. En procédure collective, on l'a dit, les dettes antérieures, on ne les paye pas. Interdiction de les payer. Les dettes postérieures, on les paye. Question, est-ce que c'est une créance antérieure, c'est une créance postérieure? Manque de peau pour l'acheteur. En matière de nullité de période suspecte, le fait générateur de la créance de restitution du prix d'une vente qui est nulle du fait des nullités de la période suspecte, ce n'est pas la décision qui annule la vente, donc ce serait postérieur, c'est l'acte lui-même qui a eu lieu en période suspecte avant l'ouverture de la procédure collective. De sorte que le million d'euros que j'ai récupéré, il est au passif. je le garde. Je le garde et il est au passif. Donc, je récupère mes actifs et j'ai eu 1 million d'euros qui m'a été prêté par un tiers qui pensait acquérir mon actif. Et non, en fait, il m'a prêté 1 million d'euros que je lui rembourserai sur 10 ans. Alors ça c'est clairement aussi un sujet, on n'y pense pas, mais c'est notre obligation de conseil. C'est-à-dire que si on a un de nos clients qui dit « Ah, je vais faire une bonne affaire, il y a une boîte qui est un peu exsangue, je vais lui racheter son truc pas cher. » Jamais. Alors là, parce qu'il saura venir vous chercher en disant « Dis-moi, tu m'as pas averti que l'argent que j'allais mettre, non seulement j'allais devoir redonner les actifs alors que j'avais tout signé, acte d'enregistrement, patati patalo, mais en plus, je peux pas récupérer mon pognon. » Hein, ça, je peux vous dire qu'ils ont responsabilité, on va le sentir passer, hein, ce genre de choses. Exactement. Il faut le faire dans un cadre sécurisé. Et il n'y a pas plus sécurisé qu'une procédure collective. Parce que là, pour le coup, si vous achetez un fonds de commerce dans le cadre très précis d'une procédure collective, que ce soit un plan de cession ou une cession d'actifs isolés, là, tout est cadré. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision de justice qui va entériner cette cession. Et elle ne pourra jamais être mise en cause. Alors, justement, la transition. Transition, on peut te trouver, c'est formidable. On dirait qu'on fait ça depuis longtemps. Voilà. La sortie des procédures collectives. Alexandra, si tu veux. Non, mais alors la sortie, c'est ce que... on a zappé la liquidation parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. On a compris le principe. Donc, comme je vous l'ai dit, et moi j'aime bien le présenter comme ça aux dirigeants, il y a deux plans en redressement judiciaire et on n'a qu'un plan de sortie en sauvegarde. Le plan A est l'unique plan en sauvegarde, c'est le plan de continuation. Donc, l'objectif, et le seul objectif, c'est de pouvoir échelonner nos dettes sur une durée qui peut aller jusqu'à 10 ans. Le 10 ans, bien évidemment, étant une durée maximum, 15 ans dans l'agricole. Ça peut intéresser certains. Voilà. Là, l'objectif, c'est de présenter un échéancier de nos dettes qui peut être linéaire, donc c'est 1/10 par an, ou alors progressif. De plus en plus, on fait des plans progressifs parce qu'aujourd'hui, faire un budget, c'est quand même assez compliqué. L'objectif, quand même si on fait un budget sur 10 ans, c'est d'arriver à montrer qu'avec les chiffres qui auront été faits pendant la période d'observation, d'où l'intérêt des situations mensuelles. C'est bien pour ça qu'on vous demande des situations mensuelles et un budget à l'ouverture de la procédure, c'est de faire un comparatif budget réalisé
chaque mois. Et sur la base de ce budget-là et des situations qui auront conforté la capacité de l'entreprise à sortir une CAF conforme au passif qu'elle peut avoir de l'autre côté chez le mandataire judiciaire et arrive à démontrer au tribunal qu'on arrivera à payer nos dettes. La première échéance de plan, c'est-à-dire que du moment où le jugement va entériner le plan de remboursement de nos créanciers, la première échéance n'arrivera qu'1 an après l'adoption du plan. Donc finalement, vous voyez, on a 12 à 18 mois de période d'observation et finalement, n'arrivera à payer nos créanciers qu'encore 1 an après. Donc c'est quand même assez serein pour l'entreprise. En redressement judiciaire, le plan A est exactement pareil, hein, échéancier des dettes sur une durée de 10 ans maximum, 15 ans en agricole. Par contre, à la différence de la sauvegarde, on peut avoir un fameux plan B, qui est le fameux plan de cession. Alors là, je fais une extrapolation totale du droit commun, c'est-à-dire qu'on n'est pas ni sur une cession de fonds de commerce, ni sur une cession de parts de la société. On est sur une cession d'actifs appartenant à l'entreprise. La conséquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le chef d'entreprise et pour le repreneur qui va faire l'offre, il y aura que 3 critères à respecter. Un, c'est la capacité du repreneur à pouvoir poursuivre l'exploitation. Moi, repreneur, est-ce que je connais le métier de l'entreprise pour lequel je vais formaliser une offre? Je vous prends un exemple. Je suis, je sais pas moi, une entreprise qui fait des avions. Demain, j'ai un boulanger qui veut faire une offre sur une entreprise qui fait des avions. A priori, en termes de compétences sur le secteur d'activité, faire des baguettes et faire des avions, c'est pas la même chose. Pour autant, le deuxième critère, c'est le maintien de l'emploi. Pour autant, oui, je fais des baguettes tous les jours, mais sur cette structure-là, je vais reprendre tous les salariés qui sont capables de faire les avions. Bon, donc a priori, j'aurai la compétence et la ressource en interne pour pouvoir continuer à faire les avions. Et troisième critère, je vais offrir un prix à la procédure conforme à la valorisation des actifs. Alors le prix, souvent les dirigeants nous disent: «Mais c'est quoi le bon prix?» En fait, il y a pas de bon prix ou de juste prix. Le prix, c'est celui qu'on considère cohérent par rapport aux actifs que, en tant que repreneur, on va reprendre. Alors souvent, il faut au moins se coller à l'inventaire qui est fait par le commissaire de justice, les anciens commissaires-priseurs, dès l'ouverture de la procédure collective. Donc il fait un état des lieux à l'après-vert de tout ce qui appartient à la société. Ce qui est à minima important, c'est qu'au moins ces actifs-là soient repris à leur juste valeur. Et après, le repreneur, il dit: «Voilà, moi je considère que le poste client, ça peut avoir telle valeur, le matériel, c'est telle valeur, les brevets, c'est telle valeur et voilà le prix que j'offre à la procédure». Voilà, il y a juste 3 critères à respecter. Ils sont cumulatifs, c'est pas, ou, c'est cumulatif et le tribunal doit les apprécier les 3. Il y en a pas un prépondérant par rapport à l'autre. Bien évidemment, vous vous doutez qu'à l'heure actuelle, les tribunaux de commerce sont très vigilants sur le maintien de l'emploi. Voilà, plus je peux reprendre les salariés, mieux c'est, mais ça ne veut pas tout dire. Par exemple, je reprends mon exemple. Oui, effectivement, je fais des baguettes. Demain, je vais, reprendre, l'intégralité des salariés, qui font des avions, mais par contre, j'offre 1 €. Là, faut oublier. Voilà. Ou alors, je donne pas de budget, donc je ne sais pas expliquer au tribunal comment je vais pérenniser l'exploitation et démontrer que demain, je saurai faire tourner une entreprise qui fait des avions. Il y a de grandes chances que le tribunal ne privilégie pas ce repreneur-là. Donc l'objectif, c'est d'avoir le maximum d'offres et quand on est administrateur judiciaire et qu'on on fait évoluer l'entreprise vers un plan de cession, c'est d'avoir les meilleures offres et donc de challenger les repreneurs. Alors je ne choisis pas le repreneur, c'est le tribunal qui tranche, mais par contre, j'émets un avis sur les offres qui me sont présentées, sachant que les offres peuvent être améliorées jusqu'à 48 heures avant l'audience. Donc l'objectif, c'est de challenger, jusqu'au plus près de l'audience les repreneurs pour avoir la meilleure offre. Voilà. Donc ça, c'est la sortie en prépaccession. Malheureusement, c'est souvent que, forcément, il y a trop de passifs, et on ne peut pas, redresser l'entreprise. Pour autant, ça reste quand même un levier, de sortie de la difficulté de l'entreprise parce que l'objectif quand même, c'est d'assurer notamment le maintien de l'emploi de l'entreprise, la poursuite des contrats clients. Donc il y a quand même, pas une continuité parce que les actifs de l'entreprise sont transférés sur une autre coquille, hein, soit une coquille idoine qui est créée pour les besoins de la cause, soit dans une entreprise qui récupère juste les actifs, donc dans une entreprise existante qui récupère les actifs. Mais au moins, on assure une transition plutôt qu'une liquidation judiciaire sèche où les actifs malheureusement seront cédés à l'euro symbolique à la barre et où il y aura arrêt d'activité et donc malheureusement les licenciements économiques des salariés. Sur le maintien de l'emploi, le repreneur peut reprendre l'intégralité des emplois, bien évidemment, il n'est pas obligé et donc il peut aussi, faire son marché des postes de travail, hein. On ne parle pas de salariés, on parle de postes de travail et les autres salariés qui ne seront pas repris seront licenciés économiquement.
Alors, le passif donc, sera payé en fonction du prix qui sera payé par le repreneur. Pour autant, lui, il fait une offre qui est déconnectée du montant du passif. Alors forcément, le mandataire judiciaire va trouver ça scandaleux, va dire: «Attendez, il y a 2 millions de passifs, le repreneur, il offre 100 000, c'est honteux». Oui, mais c'est pas le sujet du repreneur. Lui, le repreneur, il valorise des actifs et effectivement, le prix qu'il va payer va venir désintéresser une partie des créanciers dans un ordre qui est fixé par le code de commerce. Pour autant, tous les créanciers qui ne seront pas payés, malheureusement, une fois que donc le jugement prononce la cession, dans le même jugement, on prononce la liquidation judiciaire de la société, qui reste en fait une coquille sans les actifs, puisque les actifs ont été repris par une autre structure. Et cette structure-là sera liquidée. Et le mandataire judiciaire donc, mettra sa casquette de mandataire liquidateur et donnera un joli certificat que vous avez dû parfois avoir dans vos dossiers d'irrecouvrabilité pour dire au créancier, voilà, donnez ça à votre expert comptable et pour que votre expert comptable passe votre créance en perte. Voilà. C'est une question. Oui, pardon. Alors, lui, dans la procédure collective, effectivement, quand on part sur un plan de cession, il va tout faire pour challenger les repreneurs sur un élément essentiel qui est le prix. J'ai jamais vu un mandataire judiciaire dire à un administrateur: «Vous avez fait du bon boulot sur le plan de cession, je suis ravi, vous avez payé le passif». Ça n'arrive jamais. Donc forcément, le mandataire judiciaire, il va challenger en disant: «Non mais attendez, c'est un scandale, il y a 4 repreneurs, il y en a aucun qui paye, un tiers du passif». Oui, mais parce que c'est pas une contrainte légale pour le repreneur. Le repreneur, il valorise des actifs, il paye un prix et ce prix-là va à la procédure. Voilà. Et c'est le job du mandataire d'obtenir le meilleur prix. Mais pour autant, ça n'arrive jamais parce que le repreneur, de toute façon, il n'est pas là pour payer le passif. Il est là pour valoriser des actifs qu'il souhaite reprendre. Voilà. Et assurer au tribunal, parce que ça, malheureusement, on le voit aussi de plus en plus dans les dossiers, des repreneurs qui reprennent, le tribunal tranche et dit: «OK, monsieur A récupère les actifs», et puis 2 ans après, vous les revoyez au tribunal parce que malheureusement, ils ne font pas face à la poursuite de l'activité. Parce que reprendre une boîte en redressement judiciaire, certes, on ne récupère pas le passif, mais par contre, on récupère quand même l'antériorité client, l'antériorité fournisseur, des salariés qui peuvent être épuisés si la procédure collective a duré un certain temps, donc une autorité aussi qui s'affaiblit. Enfin, c'est pas simple de reprendre une boîte en énergie. Des fois, on se dit: «Oui, mais comme je ne paye pas le passif, ça va être simple». Non, non. Une entreprise qui a connu un redressement judiciaire, elle a connu la difficulté et la relancer, ça peut être compliqué. Et il y a quand même une exception sur le passif qu'il faut quand même avoir en tête dans le plan de cession. C'est un cas un peu particulier, mais qu'on retrouve en fait assez régulièrement et auquel on ne fait pas assez attention. L'exemple, c'est une société qui a acheté avant l'ouverture de sa procédure une machine avec un prêt. Par exemple, une machine qui vaut 1 million d'euros avec un prêt auprès de sa banque d'1 million d'euros pour acheter cette machine en propre. Je ne parle pas de leasing ou de crédit bail. Elle fait un prêt, les sommes sont prêtées à la société, avec cette somme-là, elle achète une machine. Et ce crédit-là, c'est ce qu'on appelle un crédit affecté. C'est-à-dire que c'est bien indiqué dans le contrat de crédit que le million d'euros est prêté à la société pour acheter une machine de telle catégorie, telle marque, etc. La société acheteuse, propriétaire de la machine, elle est propriétaire de la machine, ouvre une procédure collective. Il y a un plan de cession, il y a un repreneur qui fait une offre et il inclut le repreneur dans son périmètre d'offre cette fameuse machine qui est magnifique, qui marche très bien, qui a juste 1 an d'ancienneté, qui vaut 1 million d'euros. Et ce repreneur-là, il va faire son offre, il va proposer par exemple 100 000 euros pour tous les actifs. Son offre passe. Comme le disait Alexandra, on est déconnecté par rapport au prix qui est offert, par rapport à la réalité du passif, évidemment, mais aussi de la valeur réelle des actifs. Donc là, on est vraiment totalement déconnecté. C'est quelques pourcents à chaque fois. En moyenne, on doit être aux alentours de 10% des prix offerts par rapport à la valeur comptable des actifs. Bon. Le repreneur est très content parce qu'il récupère l'ensemble des actifs, y compris cette fameuse machine qui vaut 1 million d'euros. Le problème, c'est qu'un mois après, il reçoit un courrier du CIC, par exemple, qui lui dit j'ai appris que vous étiez l'heureux repreneur en plan de cession des actifs de la société machin. Je vous rappelle que moi, banque, j'ai un prêt qui continue à courir pour le remboursement de l'emprunt qui a servi à acheter cette machine par application de l'article un tel du Code de commerce. Toutes les échéances futures de remboursement
me sont attribués et vous sont transférés. Donc ça, c'est quelque chose qui est automatique. Quand j'achète en plan de cession une machine qui a été financée au moyen d'un prêt, d'un crédit affecté, que la banque a pris une sûreté sur la machine, c'est la seule condition qu'on a, eh bien, le repreneur se voit transférer l'intégralité des échéances futures. Donc ça peut mettre le repreneur en difficulté, comme vous pouvez l'imaginer. Donc il y a quand même une exception sur l'absence de transfert du passif dans les plans de cession. Oui, alors le professionnel qui est à ma gauche va vous expliquer quand même qu'à l'ouverture pour déterminer un plan de cession, on fait un appel à candidature. Évidemment, on met en place une data room. Donc, c'est justement quelque chose sur lequel on est vigilant parce On met les que contrats de sinon, prêt. on va attaquer la responsabilité du professionnel. On va dire, attendez, quand j'ai fait mon offre, on m'avait pas dit qu'il y avait un crédit affecté. Voilà, sachant qu'on peut évidemment, je posais, mais on peut pas revenir dessus, hein, une fois que le tribunal de commerce a mis son tampon. Voilà, on est content de recevoir le courrier de la banque. Donc, tu n'as plus qu'à faire un recours vis-à-vis du professionnel, quoi. Oui, non, mais le professionnel, enfin, en tout cas, nous, en data room, on met systématiquement les contrats de prêt et surtout, on demande à la banque pour gagner un tour et pour être sûr qu'il n'y a pas de débat, s'il y a application de ces fameuses dispositions, pour être sûr que au moins on a répondu à nos devoirs d'information. Voilà. Bien sûr, et le problème, c'est que dans certains dossiers, on n'a pas l'info. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, il y a une machine qui a été financée au moyen d'un contrat, ce n'est pas su de l'administrateur judiciaire et l'administrateur judiciaire ne peut pas inventer des documents qu'on ne lui transmet pas. Enfin, le débiteur est quand même censé savoir, quoi. Oui, mais si le débiteur ne dit rien, c'est ça tout le problème. Et en fait, la difficulté, c'est que quand on fait un plan de cession, on reprend les actifs, nous dit la Cour de cassation, à nos risques et périls. Et de façon forfaitaire. C'est-à-dire que s'il y a un actif qui ne marche pas, qui n'est pas présent, et si on n'avait pas vu qu'il y avait un actif financé au moyen d'un prêt, il n'y a pas de recours en principe contre qui que ce soit. Donc il faut être très vigilant. Alors, l'avocat qui est à ma gauche, Nassim, peut aider et accompagner, tout comme l'expert comptable, son client dans l'ouverture de la procédure collective. Mais il peut également aider à la reprise d'une entreprise à la barre du tribunal parce que, vous voyez, c'est un métier, ça ne s'invente pas. Et voilà, si on passe à travers ça, ce qui peut arriver chez l'administrateur, chez tout le monde, les professionnels qui connaissent leur boulot, voilà, ça peut faire mal, quoi. Voilà, rédiger un plan de gestion, en plus, c'est un peu le c'est un il y a un petit jeu dans les reprises à la barre du tribunal. C'est-à-dire qu'on fait toujours des offres, c'est-à-dire que c'est un peu le poker, quoi. C'est-à-dire qu'on suit, quoi. On met pour suivre et puis le jour c'est régulier que le jour de l'audience, tout d'un coup, on commence à sortir les chèques, là. On sort les as. Voilà, bref. Non, mais d'où l'importance d'être bien conseillé, tant pour l'entreprise qui est débitrice que pour l'entreprise qui potentiellement s'intéresse à une entreprise en difficulté. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des choses. Alexandra, tu veux rajouter? Non, juste le mot de la fin. Allez-y. De contrat de travail, oui. Ouais, mais pardon, c'est inadmissible parce que ça, on le voit trop souvent. Les boîtes sont reprises et donc on dit voilà, tu vas être repris. Non, ça m'intéresse pas, je préfère être licencié. Je trouve ça délirant. Alors en fait, ce n'est pas un licenciement, c'est une démission. C'est une démission. Le salarié qui ne veut pas être repris, on lui fait clairement comprendre que c'est soit il démissionne, soit il est repris. C'est un transfert du contrat de travail en l'état. Donc, si par exemple, en plus, si prenons un poste unique, le directeur administratif et financier, il ne veut pas aller chez le repreneur, il démissionne. Sinon, son contrat de travail unique, son poste unique est transféré. Après, si demain, il veut aller négocier une rupture conventionnelle avec son nouvel employeur, il négocie une rupture conventionnelle. Mais en tout cas, et là, moi, j'ai le cas exactement, mais alors typique, où on s'est acharné pour trouver un repreneur. On trouve un repreneur, ils sont 12 salariés, il en reprend 6. On arrive devant le juge commissaire, donc nous, enchantés d'avoir trouvé un repreneur, parce que c'est une activité de niche. On trouve le repreneur. Les salariés ne nous avaient strictement rien dit. Et devant le juge commissaire,
On parle pendant quasiment 45 minutes, le repreneur se présente, donc on explique tout ce qui va se passer. Et là, la représentante des salariés dit: au fait, on a oublié de vous dire, on veut tous Pôle emploi. Voilà. Et alors là, non, mais je peux vous dire que donc finalement, le rendez-vous a duré 2 h 30. Et au final, le repreneur a dit: non, mais de toute façon, même si vous préférez Pôle emploi, moi, je vous reprends. Point barre. Je suis heureux de savoir que vous préférez Pôle emploi, mais vous allez être pris. Et il a maintenu son offre. Voilà. Et donc, les salariés, ce n'est que des postes uniques parce que c'est des compétences techniques très particulières. Donc, dans les contrats de travail, j'ai vraiment des missions très particulières et des postes qui sont, uniques. Et ils seront repris. Donc, ils peuvent partir, mais s'ils partent, c'est une démission. Alors, nous, exactement. Non, mais bien en amont, même avant l'offre, souvent les repreneurs, ils vont voir les salariés, ils vont rencontrer les salariés. Alors, on est contre les entretiens individuels avec les salariés avant qu'ils aient présenté une offre, mais du moment où ils ont présenté une offre, bien évidemment, ils peuvent échanger. Par contre, ils ne peuvent pas négocier le contrat de travail du salarié. Le contrat du travail du salarié, il est transmis en l'état. Après, s'ils veulent renégocier le contrat avec le salarié, ça, ils font bien ce qu'ils veulent. Oui, et on invite souvent les candidats repreneurs à être sérieux, pour être sérieux, puisque justement, le juge commissaire, tout le monde demande l'avis des salariés, du représentant de la procédure des salariés au moment au moment du jugement. Et donc, une candidature sérieuse, c'est un candidat repreneur qui s'est déplacé, qui a vu les postes, qui a parlé avec les salariés, etc. Enfin, qui s'est intéressé à l'entreprise et qui n'a pas fait une opération purement spéculative, une opération purement financière. Le repreneur, il reprend un contrat de travail en l'état. Donc forcément, le contrat de travail, il doit s'appliquer dans les mêmes lieux. Il ne peut pas avoir de changement de lieu de travail. Si c'est le cas, si ça entraîne une modification substantielle du contrat, le repreneur, et non, le repreneur, il ne peut pas modifier le contrat. Le repreneur, il reprend le contrat. Donc, si le repreneur dit, par exemple, j'envoie les salariés à 100 km, ce n'est pas possible. Donc, forcément, dans la reprise, le contrat de travail en l'état n'est pas applicable. Donc, de toute façon, il ne répondra pas aux critères du maintien de l'emploi en l'état. Donc, son offre ne sera pas considérée. S'il dit, par exemple, moi, je reprends les salariés qu'à condition qu'ils acceptent une modification substantielle de leur contrat de travail, à savoir les envoyer à 100 km, c'est pas répondre aux critères légaux de dire je reprends le contrat de travail en l'état. Après, si les salariés disent non, mais nous, on est favorable à aller à 100 km, pas de problème. Mais les salariés, ils n'ont absolument pas l'obligation d'accepter avant la session une modification substantielle de leur contrat parce qu'ils sont garantis que leur contrat de travail est transféré en l'état. Voilà. Donc, par exemple, mais c'est un très bon point que vous soulevez, le repreneur, quand il va faire son offre, il doit indiquer au tribunal où est-ce qu'il va exploiter. S'il dit, moi, je suis en capacité de vous justifier que je poursuis l'activité, que je maintiens l'emploi et que j'offre un prêt à la procédure, a fortiori, il saura dire où est-ce qu'il va exploiter. Voilà. Donc, il saura vous dire, s'il ne sait pas expliquer, s'il maintient, par exemple, le droit au bail, il y a de grandes chances que le tribunal dise, vous ne respectez pas un des critères. C'est clair ou... C'est ça. Ah, ça, c'est pas possible. Si c'est pas au même endroit, c'est forcément dans le périmètre d'exécution du contrat de travail. Moi, j'ai eu le cas, c'était à 5 km, donc c'est le même bassin d'emploi, c'est la définition légale, c'est le bassin d'emploi. Si c'est dans le même bassin d'emploi, pas de difficulté. Si c'est en dehors du bassin d'emploi, c'est une modification substantielle du contrat de travail, il faut l'accord du salarié. Et donc là, s'il n'y a pas accord du salarié, non, non, non. Alors non, parce que si les salariés, s'il y a modification du contrat de travail, forcément, ce n'est pas une reprise du contrat de travail en l'état. Donc forcément, le tribunal ne donnera pas droit à un repreneur en l'état. Sauf à ce qui justifie qu'il a obtenu l'accord des salariés et qui sont favorables à une modification de leur contrat de travail. Mais parce que les salariés ont démissionné, ont été licenciés et connus. Oui, mais dans ce cas, si c'est les Mais c'est postes que ça de n'a pas été travail anticipé. transmis au repreneur, il y a deux choses l'une. Je fais ma liste des postes de travail repris et non repris dans le cadre de mon offre, moi repreneur. Le tribunal accepte mon offre. Il y a une partie des postes de travail qui me sont transférés.
Ceux qui ne me sont pas transférés, ils sont supprimés à la charge de la procédure collective. Et là, c'est des licenciements pour motif économique avec des indemnités qui sont prises en charge par la procédure collective. Moi, ensuite, je reprends mes contrats de travail qui m'ont été transférés dans le cadre du transfert des postes. J'ai rien dit au tribunal de particulier où j'ai dit que ce serait exploité dans la même usine. Et puis, lors de la reprise, je change d'avis. Je veux installer l'outil de production à 100 km. Dans les contrats de travail qui m'ont été transférés, il n'y a pas de clause de mobilité qui me permet de demander aux salariés d'aller travailler à 100 bornes de là où ils travaillent actuellement. Je dis aux salariés, maintenant, vous venez à 100 km. Il y a des salariés qui peuvent dire OK, j'accepte, pas de problème. Ceux qui refusent diront non, c'est une modification substantielle de mon contrat de travail. Donc, si vous persistez dans votre demande, je ne viens pas travailler et je requalifie votre modification non justifiée de mon contrat de travail en licenciement pour sans cause réelle et sérieuse. D'accord? Et donc, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et le passif qui sera généré par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera à la charge, non pas de la procédure collective, mais du repreneur. C'est impossible que ce passif soit transféré à la procédure collective. Ça, c'est impossible. Donc, si vous avez un dossier comme ça, ça s'est fait contrairement à la loi. Je- je- Alors, il peut annoncer ce qu'il veut. Alors, si le tribunal a validé son offre, mais en fait, le tribunal, c'est soit il valide l'offre, soit il la rejette, l'offre. Il ne peut pas la modifier et il ne peut rien changer. S'il valide l'offre, elle est validée avec un transfert des contrats de travail. Après, c'est au repreneur d'assumer le transfert. En fait, la loi, elle dit rien. Ce que vous dites là, la loi ne le prévoit pas. Donc, s'il y a eu une prise en charge du passif des licenciements qui aurait dû être pris en charge par le repreneur, si ça a été pris en charge par la procédure, tout ça, c'est de la cuisine locale qui est contraire à la loi. Voilà, mais ça, nous, on ne connaît pas ça. Enfin, ça, je ne peux pas vous aider là-dessus. C'est juste que il y a des trucs bizarres qui se passent en pratique, mais tout ça, c'est totalement contraire à la loi et contrairement à ce qui se passe dans 99% des cas. C'est les AGS, c'est l'association de garantie des salaires, c'est un fonds de garantie qui prend en charge les salaires impayés à l'ouverture d'une procédure collective de redressement ou de liquidation, premièrement, et toutes les indemnités de licenciement des salariés dans le cadre d'une procédure collective, que ce soit en cas de liquidation, en cas de plan de cession, etc. C'est un fonds qui est alimenté par les entreprises. Bon, normalement, il y a assez d'argent pour payer tous les salariés. Il n'y a jamais eu de faillite, si vous voulez, des AGS. Ça s'appelle les AGS. Mais une fois que les AGS ont payé, ont avancé ces sommes-là, ils sont super privilégiés. Super privilégiés, ça veut dire que dès qu'il y a un euro qui rentre dans la société, dans la procédure, c'est pour eux. Donc, ils n'attendent pas un boni de liquidation. Boni de liquidation, ça veut dire que j'ai payé toutes les dettes, y compris les dettes des AGS, et le boni, c'est ce qui normalement revient aux actionnaires. Un boni de liquidation, c'est ce qui revient aux actionnaires une fois que j'ai payé tous mes créanciers. Là, on ne parle pas de boni de liquidation. Il n'y a pas de problème. C'est dès qu'il y a un euro qui sort, qui rentre dans la procédure, c'est les AGS. Non, mais là, vous parlez en liquidation judiciaire. Pourquoi ça fait durer la procédure? Normalement, ça ne fait pas durer la procédure parce qu'en liquidation judiciaire, le mandataire, il sait ce qu'il va percevoir. Si notamment il y a un plan de cession, il reçoit le prix et après, il a à le répartir. Ce qui peut prendre du temps, c'est souvent les répartitions à faire par le mandataire. Ou les ventes, s'il y a par exemple, dans une liquidation, il y a un immeuble, un terrain pollué qui appartient à une société en liquidation judiciaire. La société en liquidation judiciaire, elle va rester comme ça. La procédure va rester pendant des années parce que jamais j'arriverai à vendre mon terrain tant qu'il ne sera pas dépollué. Voilà.
Donc, c'est ça qui fait durer les procédures. Mais les AGS, elles ne font pas durer les procédures, pas du tout. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer ça après. Et pour tous ceux qui ne sont pas présents, bah, vous auriez dû, puisque on a un magnifique plateau repas, magnifique charcuterie, fromage, vin, etc., qui nous attend. Le mot de la fin, peut-être. Merci Alexandra, merci Nassim. C'est toujours un plaisir Merci de Nicolas, co-animer avec vous. merci à toutes et tous. Le mot de la fin, en commençant par Nassim et en terminant par Alexandra. Anticiper. Voilà. On a le même. Voilà, Anticipez et consultez-nous, parce que quelle que soit la procédure, qu'on soit en amiable ou en procédure de redressement, ça se prépare. On ne se lève pas un matin en se disant tiens, je vais aller faire une sauvegarde ou un redressement judiciaire. Il faut préparer la trésorerie, il faut ouvrir des comptes dans des banques judiciaires pour avoir vite un fonctionnement normal, notamment quand vous êtes avec un administrateur judiciaire. Donc, n'hésitez pas à consulter. Parfois, d'échanger en équipe, ben, c'est toujours mieux de toute façon que d'être tout seul. Et nous, on fait ça tous les jours. Vous gérez tout le reste, plus ça. Alors que je pense que de toute façon, quand on va chez le médecin, on va voir le médecin traitant. Quand on a besoin d'un spécialiste, on va voir le spécialiste. Nous, c'est pareil, on est des spécialistes de ces procédures-là, donc on sait vous orienter et parfois aussi savoir dire à vos clients qu'il vaut mieux arrêter. Voilà, parce que parfois le client, il vous écoute pas et c'est souvent ce que vous nous dites. On leur dit, mais ils nous écoutent pas. Des fois, de faire un rendez-vous et de leur poser les responsabilités, les risques qu'ils engagent, et le fait que, bah, il faut arrêter, voilà, on peut être aussi ce relais-là. Donc n'hésitez jamais. Et je termine en vous rappelant la cellule de soutien des clients en difficulté des experts comptables avec l'adresse mail soutenir vos clients en paris.fr et le numéro de téléphone qui vous est dédié. Vous ne savez pas comment gérer une situation compliquée chez un client, vous savez que ça tourne mal et vous ne savez pas comment le guider. Appelez cette ligne, on vous met à disposition, on vous met en lien avec un juge chargé de la prévention dans le tribunal du ressort de votre client, de manière à ce que vous puissiez évoquer sans que vous soyez jugé la situation de votre client et que vous ayez un avis objectif, au moins pour aiguiller votre client. Si vous ne savez pas faire, éventuellement, encore une fois, avec ce numéro de téléphone, cette ligne qui vous est dédiée à l'ordre, on saura vous aiguiller vers un professionnel, auxiliaire de justice, avocat, etc., qui pourront éventuellement vous aider. Le but, c'est quand même que vos clients restent en vie. Donc, je reprendrai voilà, notre mantra, c'est anticiper les difficultés de nos clients. C'est le seul moyen de pouvoir pérenniser la relation et de continuer à les garder. Merci à tous, merci à ceux qui sont présents, très nombreux. Et profitons du petit cocktail qui nous est réservé. Merci.